Ce dont on va parler avec Vincent aujourd'hui, on le reçoit en fait à 3 titres. Moi, j'aurais envie de dire, on va juste parler du premier point assez rapidement parce que c'est peut-être la dernière de tes fonctions, mais c'est celle qui nous permet d'être aujourd'hui ici ensemble. C'est ton statut de fondateur et de président des rencontres du 7e art. Et peut-être juste pour les gens qui ne connaissent pas encore la manifestation, si tu peux juste nous dire en quelques mots la raison de leur organisation et ton désir, parce que tout vient vraiment de ton désir et de ton énergie au départ pour fonder une équipe et les mener à cette première manifestation il y a de cela 4 ans. Et puis, quelle est en fait, dans le fond, la philosophie de cette manifestation ? Oui, en fait, c'est né de ce que j'ai vécu chez notre grand frère. En fait, celui qui nous a vraiment, enfin, qui m'a en tout cas inspiré, c'est le Festival Lumière, organisé par Thierry Frémaux à Lyon, au mois d'octobre de chaque année. C'est un événement extraordinaire qui montre effectivement les grands classiques de l'histoire du cinéma. Les films sont présentés, et puis et je trouvais que c'était tellement une manifestation tellement extraordinaire qui donnait tellement envie de revoir des chefs-d'œuvre, des grands films sur un grand écran, revivre en fait cette expérience collective devant ces films-là et non pas devant un petit écran de télévision, de pouvoir le proposer ici. Et donc j'en avais parlé avec Thierry Frémaux qui m'a dit c'est super, mais pourquoi tu l'appelles pas Lumière? Je dis mais on est à Lausanne. Alors cette envie de partager. Oui. Parce qu'on pourrait se dire, moi je suis cinéphile, j'ai aussi aimé le cinéma, mais ça ne me viendrait pas à l'idée d'organiser un tel truc si énorme, qui te prend autant de temps, qui te demande autant d'énergie. Quel est le moteur de tout ça? Mon moteur à moi? Ton moteur à toi? Une forme je pense que de réinvention de tout, de ma vie, de mon travail, de mon rapport au travail, de mon rapport au métier, de mon rapport au cinéma, au métier d'acteur. Et puis... Et voilà, en fait, c'est des expériences tellement riches, tellement extraordinaires de pouvoir réunir une édition avec des gens incroyables que tu as reçus ici et de vivre ces moments-là. Moi, je pense que ça contribue à une forme de réinvention de mon être, de ma vie et de ce que je fais. Parce qu'on a l'impression qu'il y a comme s'il y avait chaque fois passé une étape supérieure qui avait, enfin pas supérieure, différente. C'est-à-dire, on se dit que tu as eu une carrière d'acteur qui est très remplie, très complète. Tu es un des seuls acteurs européens à avoir pu mener une carrière, en fait, dans le fond, complète et existante aux États-Unis, en Europe, sur des tournages de choses très différentes, des films qui sont des films d'auteur, des fois des films qui sont des films plus commerciaux. Donc on se dit, il a quand même couvert un champ d'investigation du cinéma qui est assez large. Ensuite, tu te lances dans la réalisation, et là aussi, il y a un parcours qui est un peu atypique parce qu'il ressemble au départ peut-être à celui d'actrices ou d'acteurs françaises qui font du cinéma, mais aussi ça s'ouvre très vite à des castings plus internationaux, à quelque chose de plus large. Puis on se dit, voilà, il a fait ça. Maintenant, il y a encore la dimension du festival, de faire encore quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a une peur de l'ennui? Oui, non, j'ai pas vraiment peur de l'ennui. En fait, j'aime bien l'ennui parce que, comme disait Tarkovsky, je pense que c'est dans l'ennui que l'imaginaire se libère. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, voilà. En fait, en préparant une édition, je suis obligé de me plonger dans le parcours de ces réalisateurs, des films qu'on montre. Et en fait, cette expérience-là que moi, je vis personnellement, j'essaie ensuite de la partager pour l'édition, en la mettant en fait en connexion avec l'air du temps, en fait, avec ce qui se passe. Pour ça, cette année, ça s'appelle « Vive le cinéma ». C'est un slogan. « Vive le cinéma », ça veut tout dire. Retournons en salle, le cinéma c'est puissant, etc. Aussi versus les plateformes et tout ça. Donc c'était une revendication. En général, on a une thématique, donc ça permet aussi de réfléchir. Et donc du coup, ça me permet de découvrir énormément de choses. Donc je me dis que si moi je découvre des choses, si moi je m'enrichis, je peux le partager. En fait, c'est un peu le travail avec bien évidemment avec mon équipe de programmateurs, etc. On échange, on discute, on se bat pour que les films restent et tout ça. Et donc du coup, je pense que c'était une manière aussi de me challenger et de rester éveillé, réveillé. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est une forme de réinvention parce que je pense qu'une carrière est longue. Et il faut pouvoir se réinventer. Mais avant tout, la toute première chose, pour la raison pour laquelle c'est vraiment le plaisir. Je prends énormément de plaisir à le faire. Ça me passionne, en fait. Alors, tu as grandi ici, tu es suisse de nationalité d'origine. C'est un pays dans lequel on s'ennuie beaucoup. Est-ce que tu t'es beaucoup ennuyé quand tu étais petit? Ah, je me suis ennuyé terriblement. Est-ce que ça nourrit quelque chose alors, je me suis ennuyé terriblement. Je pense que
j'ai vécu le désespoir de l'ennui, mais en même temps, bizarrement, aujourd'hui, j'en garde un souvenir absolument merveilleux de pouvoir justement laisser partir mon imaginaire. Moi, j'ai passé mon enfance à dessiner. J'ai commencé à écrire quand j'étais môme, puis après j'ai laissé tomber. Mais disons que puis après il y a la photographie qui est arrivée. Donc, je pense que si je m'étais pas ennuyé, si je faisais des choses qui me passionnaient, j'aurais peut-être pris une autre direction. Mais ça m'a permis de rêver. Et c'est vrai que dans cet ennui-là, il y a eu à un moment donné des chocs, en fait, des traumatismes profonds grâce à la télévision, et grâce aux sorties de mes parents le soir, quand ils allaient dîner chez des amis le samedi soir ou le vendredi soir, parce qu'il y avait le cinéma de minuit, parce qu'il y avait, on passait des films le soir et ton coup, et des fois je suis tombé, à un moment donné ça devenait un rendez-vous régulier parce que je voulais absolument pas louper ça, mais c'est vrai que très, très jeune, j'ai vu Kurosawa il y a 15 ans. Le cinéma de minuit, c'était plus le lot premier. Hein. Le cinéma de minuit, c'était plutôt le cinéma d'épouvante. Le samedi soir, c'était plutôt les films d'épouvante à partir de 23h30. Il y avait cinéma, il y avait le cinéma de minuit, il y avait les dossiers de l'écran aussi, je me souviens. Et quand tu parles de tes parents qui partent le samedi soir manger, c'est plutôt effectivement les films populaires ou les films de George A. Romero, les films de John Carpenter, les films américains d'épouvante. Est-ce que c'est ça le lot premier ou c'est autre chose pour toi? Non, c'était autre chose. Moi, c'était plutôt... par exemple, je me souviens d'avoir vu les 7 samouraïs de Kurosawa. Et, ou alors, c'est le ciné-club du dimanche soir. C'est peut-être ça, le ciné-club. FR3. Ça, le ciné-club, voilà. Exactement. Et donc, j'étais tellement jeune que je ne savais même pas en fait ce que je regardais, mais en tout cas, je savais qu'il y avait ces rendez-vous-là. Et quand je tombais dessus, ça a été le choc. Et puis, bon, il y a un jour où j'ai vu... On the Waterfront, sur les quais d'Elia Kazan, qui m'a donné envie de voir la suite, à l'Est d'Eden, etc. Donc, et puis, donc, il y a eu Marlon Brando, il y a eu James Dean, il y avait toute cette période. Ensuite, il y a l'acteur studio. Je me suis dit, mais c'est quoi l'acteur studio? Donc, j'ai commencé à faire des recherches dans cette grosse période d'ennui, en fait. J'avais envie d'ailleurs. J'avais envie d'ailleurs. Je pense qu'un de mes premiers chocs, c'était peut-être un film de John Ford. Et je pense que c'est Rivière Rouge. Non, c'est John Ford, c'est pas John Ford. Là, tu as cité que des films américains. Et que des réalisateurs américains. Ah non, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que quand j'ai vu Rivière Rouge, non, c'est Hawk, c'est Howard Hawks, oui. C'est ça. Quand j'ai vu ce film-là avec Montgomery Clift, qui était, je crois que c'est son premier film, je me souviens, j'étais chez mon ami d'enfance, un agriculteur, il y avait cette télévision en noir et blanc chez lui. Le matin, on allait traire les vaches, on allait... faire les bottes de foin la journée sur le camion, j'adorais. Et puis donc je vivais dans cette ferme, et puis d'un coup je tombe sur ce film-là, je me dis mais c'est quoi? Et je trouvais ça assez extraordinaire. Ça m'a donné envie d'aller voir ailleurs. Ce qui m'a aussi beaucoup influencé, c'est d'aller dans cette direction. Je voyais des acteurs dans un film, dans un autre, puis dans un autre. J'avais l'impression qu'ils avaient plusieurs vies, et en fait j'avais envie d'avoir plusieurs vies. Par contre, le premier mouvement, pour échapper à cet ennui, c'est plutôt une école de photographie, celle de Vevey. Et pourquoi ne pas commencer tout de suite, quand tu as parlé des acteurs studio et des acteurs américains, commencer plutôt par le conservatoire? Pourquoi d'abord il y a eu l'idée de se dire je me destine plutôt à travailler dans un métier dit technique? Non, parce que dans la liste qu'on m'a donnée au moment de choisir un apprentissage, j'avais 15 ans, il y avait pas, ça n'existait pas sur la liste qu'on m'avait donnée. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Moi, c'était pas possible. Enfin, je connaissais absolument personne. C'était un rêve secret. Je n'osais pas en parler. Enfin, j'avais honte d'avoir envie de ça. Enfin, c'était très gênant. Enfin, surtout pas vis-à-vis de ma famille. Ils attendaient à ce que tu fasses quoi, tu penses? Mon père, à un moment donné, il m'a dit qu'il faudrait que tu fasses une école de police, de policier. Et il m'avait proposé ça. Pourquoi policier, tu penses? J'imagine pour me cadrer, pour me tenir, parce que j'étais un peu un rêveur. Je passais énormément de temps à dessiner. J'ai fait toute mon enfance. Je suis resté dans ma chambre. Je faisais du foot mais je dessinais tout le temps. Je faisais tout le temps du dessin. Jusqu'à l'âge de 15 ans, je pensais que j'allais devenir peintre, en fait. Et d'ailleurs, je suivais des correspondances avec l'école ABC de peinture et de dessin. Et cet ennui, il se brise au moment de l'école de photographie ou il continue, il persiste? À quel moment cet ennui s'arrête? C'est quand tu deviens comédien? Moi, je pense que c'est à partir du moment où j'ai joué pour la première fois. Ouais. Et je me souviens, c'était à Moudon. C'était un spectacle qui était organisé par, je ne me souviens plus qui, une petite troupe de théâtre d'amateurs et tout ça. Et puis là, j'ai eu un choc parce que à un moment donné, on m'avait donné un rôle important.
Et puis, c'était une pièce de boulevard, je ne me souviens plus laquelle. Et puis, j'avais tellement peur parce que je n'avais jamais joué, je n'avais jamais vu de pièce de théâtre. Et tout d'un coup, j'allais faire du théâtre. Et puis, je me souviens, mes parents étaient dans la salle, tout au fond. Et puis, on a joué. Et puis, je me souviens, je suis sorti de là. Il y a eu beaucoup d'applaudissements. Je suis sorti de là, je me souvenais absolument de rien. J'avais l'impression d'avoir fait que des conneries. Et en fait, les gens, ils avaient adoré. Donc, tout d'un coup, j'avais pas compris. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il y avait quelque chose d'absolument magique. Et puis là, il y a des gens qui m'ont dit, mais il faut que tu fasses le métier d'acteur, tu étais un acteur, etc., etc. Et j'avais à l'époque, je devais avoir 15 ans. Donc c'est quand même avant l'école de photographie. C'était au tout début, ouais. Et là, tu as l'impression que c'est... Alors je m'ennuyais beaucoup dans le train aussi, parce que je faisais beaucoup de voyages de train, je passais des heures dans le train. Mais en même temps, c'est intéressant parce que du coup, aujourd'hui, j'adore le train, j'aime être dans des trains, j'aime être j'adore travailler dans le train. Mais j'adore être en mouvement, en fait. Je remarque, en fait, quand je travaille en tant qu'acteur, j'aime être en mouvement. Enfin, il faut toujours que je sois en mouvement. Il y a des acteurs qui n'ont pas besoin de ça. Moi, je me sens à l'aise à partir du moment où je trouve mes marques, voilà. Alors, tu relis cette idée de l'ennui tout de suite au train et à l'idée du travail. En quoi est-ce que... l'idée de partir aussi. Mais quand même, parce que tu l'as aussi dit au début, vivre le cinéma comme une sorte de retour à quelque chose qui est un endroit où il faut avoir un peu de patience, la salle de cinéma. En fait, il faut avoir un petit peu de patience parce que quand on est assis, on va regarder le film et des fois le film prend son temps. Des fois, le film nous ennuie et c'est pas grave. Il a le droit de nous ennuyer parce qu'on va retrouver de l'intérêt après un moment. Ouais. Tu l'as opposé à l'idée de plateforme. Aujourd'hui, peut-être que les gens s'ennuient beaucoup moins parce que quand ils sont dans le train, ils ne regardent plus forcément par la fenêtre et ils ne s'ennuient plus. Ils regardent sur leur téléphone portable et leur tablette, peut-être, j'en sais rien. Oui. Est-ce que l'ennui, c'est quelque chose qui est précieux et qu'il faut protéger dans les films ? Moi, je pense que c'est très important. Effectivement, le problème des écrans, en fait, c'est un compresseur de temps. On n'a plus la notion du temps, en fait. Et donc, du coup, on ne laisse plus de place à ces moments, justement, où on laisse aller ses pensées, son imaginaire, où effectivement on s'ennuie. Mais par exemple, dans des films, il y a des films qu'on voit et on s'ennuie par moments en regardant les films. Et puis il y a même des films, quand on sort, on se dit « je n'ai pas aimé ». Et puis 2 jours après, le film il est encore là. Il est encore là, il est en vous. Et puis ça y est, il est rentré en vous. Et en fait, finalement, c'était plutôt un bon film parce que je pense que c'est ça. Un bon film, c'est ça. C'est un film qui reste bien en mémoire. Et c'est d'ailleurs intéressant par rapport aux séries. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais en tout cas, moi, quand je regarde une série, je sais pas, de 10-12 épisodes, par exemple, la mémoire qui m'en reste, c'est pratiquement la même qu'un long métrage. J'ai pas forcément, même si on a vu beaucoup d'images, j'ai le sentiment que ce qui me reste, c'est pratiquement autant qu'un film d'1h30 qui est réussi. Mais toi, par exemple, tu vas jouer dans une série prochainement. Est-ce que c'est quelque chose auquel on pense, le fait que, par exemple, les gens ne sont plus du tout autant sensibles, ne sont plus aussi résistants à l'ennui qu'ils l'étaient pour le cinéma? Et quand on joue, par exemple, est-ce qu'on se pose cette question de se dire, j'ai des spectateurs qui sont beaucoup moins captifs, pas assis dans une salle de cinéma, et ils peuvent disparaître comme ça parce que je les ennuie un peu, alors qu'au cinéma, ils l'auraient accepté? Mais ça, c'est plutôt une question qu'il faut poser au réalisateur. L'acteur, lui, il a un rôle, il essaie de trouver des moments de vérité quand il joue son rôle, il incarne un personnage et puis ensuite il le laisse exister. Mais quand tu es chez Chéreau, par exemple, on va te demander de jouer quelque chose dans un plan qui sera peut-être un plan large, dans lequel il faudra passer un certain nombre d'émotions. Et à la série, on va te dire, on va la refaire de toute façon et on va cadrer beaucoup plus serré parce que les gens vont regarder sur leur téléphone portable et il faut qu'on te voie. Est-ce que ça induit quelque chose sur ta façon de jouer ou pas du tout? Le fait qu'on est obligé. La difficulté, pour moi, ça revient. C'est vrai que le momentum, quand on est acteur, on l'a. À partir du moment où on se met en danger, je sais pas, j'aime bien la notion du danger, j'aime moins la notion du confort, et j'ai l'impression que je ne devrais pas dire ça, mais c'est vrai que souvent, beaucoup de séries, j'ai l'impression, effectivement, c'est une succession de plans, on essaie de raconter une histoire, et puis finalement, il n'y a pas vraiment... En fait, j'ai l'impression que le spectateur, ce qu'il aime bien dans les séries, c'est le confort. Il y a une forme de confort dans les séries. On va chez soi, on est chez soi, on regarde la série, puis quand on revient, on sait ce qu'on va voir, enfin, on a rendez-vous avec plus ou moins au même endroit où on l'avait laissé, donc il y a une forme de confort comme ça.
Donc, est-ce que ça influe sur le... Je sais pas, j'ai pas vraiment fait de série, donc je te Mais c'est quoi le dirai ça danger après. pour toi alors? Pardon? C'est quoi le danger pour toi? Tu dis le danger. On entend souvent cette formule, mais ça veut dire quoi le danger pour toi comme acteur? C'est quoi se mettre en danger? Se mettre en danger, c'est pas savoir où on va, c'est d'être suffisamment habité par, je dirais, une sorte d'immersion dans le personnage, et puis ensuite le laisser faire. Et puis par exemple, il y avait Léa Seydoux qui est venue ici, quand elle disait qu'elle était une fille d'une prise, qu'elle faisait une prise et que si on leur demandait, c'est ça, c'est cette forme de mise en danger. Chez elle, chez un autre acteur, ce sera différent. Moi, je dirais que quand on a peur, en fait, je me souviens avec Chéreau, quand on en a fait Ceux qui m'aiment prendront le train, qui était un de mes grands rôles, enfin un rôle qui pour moi a vraiment compté. La mise en danger, elle était claire en fait. Je jouais le rôle d'un transsexuel qui était juste un peu de temps avant son opération. Et puis je me souviens qu'avec Patrice, juste la veille du tournage, je venais de choisir ma paire de seins parce qu'à un moment donné, j'avais une scène de douche et on m'avait fait des seins en silicone. Et puis là, on se regardait. Et puis au moment de se séparer, je me souviens, il y avait une porte entre nous comme ça. J'ai réouvert la porte parce qu'il m'avait appelé. Il me dit écoute Vincent, voilà, là on peut plus reculer, hein. On est fou, hein. Je te dis. Et je dis ouais, on va y aller, on peut plus reculer. Donc je pense qu'il y a cette idée aussi de se dire on ne peut plus reculer, il faut y aller. Ça, c'est une forme de mise en danger, je pense, pour un acteur. Et c'est rare, hein, ça n'arrive pas souvent, parce que ça dépend aussi du rôle, et puis de l'aventure humaine avec le metteur en scène, avec le matériel, avec l'écriture, et tout ça. Et c'est ça, en fait, ce qui s'est passé à un moment donné dans ma carrière, c'est que je n'avais plus ce matériel-là, enfin, pour pouvoir me mettre dans des situations comme ça. Donc, le retour de l'ennui. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur d'autres choses, où je me suis dit, bon, la réalisation a toujours été là, mais c'est vrai que... à un moment donné, je me suis désintéressé du métier d'acteur. Mais c'est les réalisateurs et les réalisatrices qui proposent moins de danger, ou c'est simplement avec l'expérience, c'est plus difficile de se retrouver dans cette position de danger? Non, ça vient toujours du matériel, ça vient toujours d'une vision. Hein, on a la même vision avec le metteur en scène, en fait, on a le même projet artistique et c'est ça qui m'a manqué. C'est vrai qu'avec la disparition, quand Patrice est parti, Patrice Chéreau, j'avais perdu quelqu'un avec qui, effectivement, lui, il avait vraiment son génie, c'était justement de jamais nous laisser dans notre zone de confort. En fait, le vrai danger pour un acteur, c'est sa zone de confort. Mmh. Mais ça peut-être parce que dans la salle, il y a plein de réalisatrices et de réalisateurs en devenir, et c'est souvent une question qui se demande, en fait, de se dire qu'est-ce que ça veut dire pousser quelqu'un en dehors de sa zone de confort sans le perdre? Comment est-ce qu'on accompagne quelqu'un quand on décide de le mettre en danger? Quel rôle on peut tenir comme réalisatrice ou comme réalisateur? Mais c'est de pas savoir, c'est pas. Moi, ce que j'aimais chez Patrice, c'est que il savait pas où il voulait aller. Il savait quand c'était bien ou pas bien, ou quand ça ne marchait, et donc, il fallait trouver ensemble, en fait. C'est ça qui est magnifique dans ce métier, c'est quand on cherche ensemble, on cherchait ensemble. Il poussait, il disait, vas-y, retourne, t'as pas envie, t'es fatigué, t'y retournes, et puis tu te mets plein d'obstacles sur le chemin, et puis il jusqu'à l'épuisement, des fois. Et donc, c'est ça que j'aimais avec lui, c'est qu'il disait pas, il savait pas forcément ce qu'il voulait, mais en tout cas, il savait quand c'était juste. Et il proposait un chemin. Oui, souvent, il y avait des parcours d'obstacles comme ça. Au cinéma, par exemple, c'était très souvent des plans séquences qui reprenaient sur un autre angle. Et on refaisait c'est très, très, très souvent des continuités de plans comme ça. Mais donc, je veux dire par là, c'est même s'il disait « je ne sais pas où je vais », il ne vous disait pas, par contre, « je ne sais pas quoi faire ». Il savait quoi faire sans savoir où aller. Il savait exactement quoi faire. C'était un très, 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 très gros travailleur. Je crois que j'ai rarement rencontré quelqu'un qui travaillait autant, qui préparait autant jusqu'à l'épuisement. Mais par contre, il fallait qu'il voie une vérité, sa vérité à lui, quelque chose qui faisait qu'à un moment donné, il était impressionné. Là, il disait, ça y est, on l'avait. Et quand il l'avait pas, il lâchait pas le morceau. Et sur scène, c'était pareil, sur scène. Et à un moment donné, je me souviens, j'avais au tout début d'ailleurs, quand j'étais dans l'école de Patrice Chéreau, je jouais le rôle de Sergueï Voynitsev,
dans Platonov. J'étais tout jeune étudiant, je sortais du conservatoire, mais ensuite je suis allé à Nanterre, à l'école de Chéreau, donc. Et donc là, c'était impressionnant d'avoir quelqu'un comme lui qui vous dirigeait. Et je me souviens, je jouais ce personnage-là, et puis à un moment donné, je sais pas, il me dit non, c'est trop facile, non, là il faut que tu pousses. Non, là, il y a quelque chose vas-y, non mais pousse, puis il me refaisait. Il m'avait mis à la torture. Donc on refaisait la séquence, puis il me dit mais non, c'est trop facile, tu dis les mots trop facilement, il faut que c'est beaucoup plus difficile. Il sait pas quelqu'un qui parle, donc il est gêné quand il parle devant. Et à l'époque, j'étais un peu comme ce personnage-là, et je me suis mis à bégayer. Et dit voilà, ça y est, là. Et donc en fait, il y avait un lien entre finalement qui j'étais moi profondément, quelqu'un finalement d'assez complexé. J'étais très complexé quand je suis arrivé à Paris avec toutes ces voilà, c'était pas du tout. Moi, je venais d'un petit village du canton de Vaud, et donc du coup de me retrouver comme ça. Dans une sorte d'univers un peu intellectuel quand même. Enfin, je sais pas, c'est très organique chez Ross. Moi, je sais pas, c'est pas un intellectuel, mais disons que j'avais ce complexe-là à l'époque. Et donc le personnage s'est mis à exprimer finalement un complexe profond que je voulais absolument cacher, mais qu'il fallait sortir. Donc c'est ça une mise en danger. Mais est-ce que c'est pas la plus belle chose qui te soit arrivée, et puis en même temps comme une sorte de piège, cette histoire de commencer avec Chéreau? Parce que comment est-ce qu'on fait pour ne pas s'ennuyer ensuite quand on a commencé par quelqu'un comme lui? C'est-à-dire qu'on se dit peut-être des fois dans les carrières, on commence avec des réalisateurs plus médiocres, puis on monte en puissance, puis un jour on a la chance de rencontrer quelqu'un comme Chéreau, et c'est un passage. Toi, tu commences par quelque chose qui est unanimement reconnu, sans doute comme une des personnes les plus intéressantes en termes de théâtre, et une des dernières personnes, en fait, dans le fond, en plus, dans l'histoire du théâtre et du cinéma français, à faire la jonction de manière aussi parfaite, c'est-à-dire être un réalisateur de cinéma qui a un vrai poids, et un metteur en scène de théâtre qui a eu une importance dans l'histoire du théâtre français. Donc tu commences par ça. Après, ça peut être. Je ne veux pas dire que c'est comme une sorte de dégringolade, parce que ce n'est pas le cas du tout. Non, c'est d'autres choses. J'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de chance, en fait, parce que sur mon parcours, très vite, j'ai travaillé avec Ettore Scola, par exemple. Je me suis retrouvé dans le Cinecittà. C'était juste après Cyrano de Bergerac. J'ai travaillé avec Jean-Paul Rapneau. Il y a eu Depardieu qui m'a pris sous son aile. Et, en tant que Cyrano, j'avais quand même un Cyrano qui venait me chercher dans ma loge. C'était une expérience absolument extraordinaire de pouvoir vivre pendant 6 mois le tournage de Cyrano et travailler avec quelqu'un comme Jean-Paul Rapneau, avec Anne Brochet, avec tous ces gens. C'était magique. Effectivement, c'est très difficile après un film comme ça, tellement magique, de passer à un autre film. Et donc j'ai très vite fait des films dont j'étais moins passionné, mais sur mon chemin, j'ai eu la chance aussi de. Donc après, il y avait Ettore Scola, il y avait Massimo Troisi, qui était un mythe du cinéma italien, et puis tous ces grands acteurs. Et puis après, il y a eu d'autres. Il y a eu Antonioni. Pour moi, Antonioni, c'était probablement une des expériences les plus puissantes en tant qu'acteur. Mais tu dis, il y a la mort de Chéreau, peut-être la peur du retour de l'ennui, et le fait de basculer, de devenir réalisateur. Est-ce que tu serais autorisé à devenir réalisateur avec Chéreau vivant, en sachant? Oui, je me suis autorisé puisqu'il était vivant quand j'ai fait mon premier film. J'étais très gêné. C'est-à-dire? J'étais très gêné, c'était très gênant. D'ailleurs, je ne l'ai pas invité à nulle part. Je ne voulais pas qu'il voie le film. Et il l'a vu? Non, je ne crois pas. Enfin, tu ne sais pas, il ne l'a pas dit. Il ne m'en a pas parlé, ouais. Pourquoi c'était difficile de lui le montrer? Parce que c'était quelqu'un qui était très exigeant? Parce que j'ai fait un rejet du film. J'ai fait un rejet de mon premier film. Et ça veut dire quoi, leur faire un rejet de son premier film? Si tu es d'accord d'en parler un peu, puisqu'il y a des étudiants qui sont là, et ça va les intéresser. Je ne souhaite à personne. Mais ça veut dire quoi? Je l'ai rejeté. Non, en fait, j'ai tout mis dedans. J'ai mis tout dedans. En fait, tout se mélangeait. La photographie, mon métier d'acteur. Il y avait quelque chose. Le tournage s'est merveilleusement passé. Tout ça. Et puis après, au montage, j'ai souffert. Je pense que j'ai perdu confiance. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un moment donné. Puis après, il y a eu l'accueil public. En fait, l'accueil critique était pas mal quand même. Hein. C'était pas mal l'accueil critique. Mais je ne croyais pas. Quand je voyais une bonne critique, je dis non, ils se trompent. Ils disent ça pour me faire plaisir. Mais en fait, et il se trouve que donc c'est un film que j'ai plus jamais revu, sauf, et c'est les bienfaits du confinement, j'imagine, sauf à un moment donné, je me suis dit, allez, il faut que je le revoie. Et donc, je crois que le tournage c'est en 2001, et j'ai revu le film donc 20 ans après, et j'étais très surpris, en fait très surpris parce que
je trouve que c'est un très beau film, en fait, finalement. Je trouve le film, et j'étais très, très touché de le voir. Ça m'a beaucoup plu. Il y a des acteurs extraordinaires, notamment Guillaume Depardieu. Ce qu'il fait dans le film, c'est unique. Et puis Olivier Gourmet, Dominique Blanc, enfin, il y avait un beau casting. Alors à quel moment s'est passé ce désamour? C'est au moment du montage, vraiment? Non, je pense que c'est plutôt au moment de la soirée. J'ai douté au montage. Et puis ensuite, il y avait Laurent Terzieff aussi. Et puis ensuite, c'est vraiment à la sortie le fait que le film n'ait pas trouvé de public, en fait. Je l'ai rejeté. Il n'y a pas eu cet effet de moudon où tout le monde applaudit. Il n'y a pas eu l'effet de moudon où tu te dis, parce qu'on a l'impression qu'il y avait vraiment le besoin qu'il y ait une validation en fait, de l'extérieur, quelque chose qui est extérieur à toi. Ouais. Et qu'il y ait la validation du public, plus que de la critique, en fait. Bon, les deux. Hein. La critique, ça va. Du coup, ça allait. Mais non, je pense que c'est moi. Je pense que j'étais honnête avec moi-même. Je trouve que le film aurait pu être mieux. Je pense qu'on est passé à côté d'un grand film. Mais qu'est-ce qu'il a... Parce qu'il y a toujours des films ou des œuvres duquel on est moins... Oui, mais en fait, je me dis toujours qu'est-ce qu'elles nous ont permis de faire, qu'est-ce qu'elles nous ont appris pour les films suivants. Maintenant, quand tu y penses, tu te dis, ce film dont tu n'as pas été content au moment de sa sortie... Je pense qu'à partir du moment où on le rejette, on n'apprend pas grand-chose. Tu penses que tu n'as rien appris de cette expérience plutôt négative pour toi? C'était une expérience positive pendant la construction, la fabrication, et puis c'est la sortie, en fait. Je pense que peut-être que j'attendais plus que ça, que je voulais peut-être une reconnaissance, hein, que je n'ai pas. Le fait de ne pas être sélectionné à Cannes, enfin, il y a plein de trucs comme ça qui font qu'à un moment donné, parce que moi, mes courts-métrages ont été sélectionnés, j'ai fait 2 courts-métrages qui ont été sélectionnés à Cannes en compétition officielle, et là, tout d'un coup, voilà, il y a eu ça. Et puis je pense mon orgueil, je pense que j'étais peut-être un peu orgueilleux, alors que le film, il est bien, c'est un beau film. Mais ça n'empêche pas, ça n'a pas bloqué le désir d'en faire un autre, au contraire? Non, au contraire. Disons qu'en fait, je pense que j'avais un problème avec moi en tant que réalisateur. Mon problème en tant que réalisateur, c'est que je n'avais pas trouvé mon écriture. Qu'est-ce que ça veut dire, son écriture? C'est son style, c'est du style? Non, c'est pas du style. Le style, c'est le fond qui remonte à la surface. Mais je dirais que non, mon écriture, moi, là, t'as la page blanche et puis y aller, quoi. Et j'avais pas, en fait, moi, j'ai toujours, une sorte, à l'époque, j'avais une sorte d'handicap de l'écriture. Je suis un handicapé d'écriture, et depuis, ça fait 20 ans que j'y travaille, et là, je me suis libéré, en fait. Maintenant, j'écris, et je me suis libéré. Je pense que je pense que je suis assez bon pour maintenant. Enfin, j'ai appris, quoi, à force de travailler. Et ça change quelque chose, je le sens. Ce film qui était un échec momentané pour toi, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta façon de jouer, par exemple? Tu as dû te retrouver sur des plateaux des autres très vite après? Oui, beaucoup. Après, j'étais vraiment patient avec les metteurs en scène. C'était pas le cas avant? C'est-à-dire que j'ai toujours été un bon compagnon, j'ai toujours été quelqu'un qui était... Mais quand il y avait des grosses galères, des trucs comme ça, surtout si je croyais plus au film, là je devenais peut-être un peu difficile. Mais en général, je suis plutôt vraiment, en fait, je suis une grande passion pour les metteurs en scène. J'aime les réalisateurs. J'ai une grande passion pour les réalisateurs. Je suis émerveillé. Et d'ailleurs, je le fais encore régulièrement. Par exemple, en ce moment, juste avant, parce qu'en fait, je viens d'écrire un film et mon prochain film, donc ce sera mon 4e film, et j'ai tout dessiné, j'ai dessiné tout mon film, j'ai dessiné plan par plan, à la main, j'appelle pas ça vraiment un storyboard, mais presque un premier tournage, comme ça. Ça revient à ce désir de peinture au départ? Ça revient, et donc du coup, voilà, et c'est comme si la boucle était bouclée, et puis tout d'un coup, j'ai le film, donc du coup, après, j'ai pu le réécrire, je suis reparti à l'écriture, et parce qu'en fait, je pense que j'aime bien l'idée qu'un scénario soit toujours en mouvement, et là, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir enfin, je dirais, que j'assume enfin les endroits où je me sens plus à l'aise dans l'écriture. Je suis pas un bon dialoguiste, les dialogues c'est pas pour moi, mais le reste, je pense que je commence à avoir une bonne... En anglais et en français d'ailleurs. Ces bons dialoguistes, c'est aussi des dangers, parce que des fois les dialogues sont pour eux-mêmes. Peut-être que les acteurs
souvent, effectivement, ils sont servis quand ils ont des bons dialogues, mais ils doivent aussi souvent s'en méfier, se dire comment faire pour faire passer ce genre qui sont vraiment des mots d'auteur ou des phrases qui sont des phrases toutes faites, qui sont des fois difficiles à faire passer. Est-ce que cette notion du dialogue, qui doit des fois être peut-être plus casual, plus quotidien, plus bête, c'est quelque chose qui te vient plutôt de ton travail d'acteur, te dire oh là là, ça pourra jamais se mettre en bouche comme ça. Oui, je joue les. Mais c'est surtout l'idée de très souvent. D'ailleurs, je viens de faire une consultation pendant 3 semaines avec Jean-Paul Rapneau, justement sur ce script qu'on devrait tourner l'année prochaine en janvier-février. Et là, j'ai beaucoup appris. là, j'ai beaucoup appris parce qu'en fait, il y a dans les scénarios, on s'en rend pas compte, mais on se répète souvent, en fait. Parce qu'on pense qu'il faut insister sur cette idée-là ou ce message-là, je sais pas quoi. Donc on se répète et c'est souvent dans les dialogues. Et donc du coup, là, j'étais avec quelqu'un qui avait cette puissance, ce métier extraordinaire de toujours être à la place du premier lecteur, du premier spectateur, malgré les maintes lectures qu'il a pu faire. Et donc il y a cette fraîcheur, il arrive à garder cette fraîcheur sur l'écriture. Effectivement, là, il dit, mais ça, on a compris, ben, oui, mais bon, là, ça a été dit, attends, ben là, ça y est, c'est dit, bon, ça y est, c'est intégré, pourquoi Et donc, à force de répétition, à un moment donné, les histoires s'alourdissent. Voilà. Mais sans vouloir foutre en l'air toute ta consultation avec Jean-Paul Rapneau, il a une façon, lui, de faire des films qui fait que dans la structure du scénario, la façon de diriger les acteurs, il y a cette facilité, cette capacité de dire vite, encore plus loin, parce que les scénarios sont écrits comme ça. Est-ce que ton scénario a cette espèce de rapidité qui est celle des films de Jean-Paul Rapneau ? C'est-à-dire où tout va être joué par ellipse, par rupture, par césure? Non, il s'est vraiment adapté à mon projet, en fait. Il faut savoir que Jean-Paul Rapneau, est comme Claude Sautet, paraît-il, d'après ce qu'on m'a dit, étaient les grands consultants du cinéma français pendant des années. Et donc, il a même consulté Piala. Donc, du coup, il s'adapte, je dirais, au projet. Par contre, ce que j'ai trouvé assez extraordinaire dans le travail avec lui, c'est le rapport à la dynamique, rapport texte-image. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des choses qui se passent dans le texte, mais aussi en même temps dans l'image. Et des fois, ça peut être contredire ce qui se dit dans le texte. Enfin, il y a une sorte de dynamique quand on voit, par exemple, Cyrano, que j'ai revu l'autre jour. Et c'était assez extraordinaire parce qu'on suivait quelque chose, mais en même temps, il y a plein de choses, d'autres choses autour qui se passaient aussi. Et donc, du coup, effectivement, ça amène une forme d'énergie, de dynamisme. Où il y a... Mais non, j'ai plutôt senti en fait cette manière de désalourdir une histoire. Mais quand on a la chance, parce que ça c'est quelque chose qu'on peut être très envieux quand on est réalisateur, c'est vous, les actrices et les acteurs, vous avez la possibilité de pouvoir observer plein de réalisateurs différents ou de réalisatrices au travail. Parce que vous êtes sur leur plateau, et donc souvent les acteurs et les actrices connaissent mieux le cinéma que les réalisateurs et les réalisatrices parce qu'ils ont vu beaucoup de personnes travailler de façon différente. Toi, avec disons, le panel de réalisatrices et de réalisateurs que tu as rencontrés, est-ce que tu penses quand tu réalises en te disant « Ah, comment est-ce que Rapneau ferait ?» J'ai fait ça avec mon premier film. J'ai vraiment été plein de, je dirais, j'étais très sous influence, je dirais, et des influences très contradictoires d'ailleurs. Mais non plus maintenant en fait, non plus du tout en fait. Non. Je regarde, par exemple, j'ai beaucoup de scènes de combat, d'escrime dans ce film-là. Donc là, effectivement, je vais regarder comment les Chinois ou ou alors des grands classiques, comment ils filmaient les combats, des choses comme ça. Mais non, sinon... Par contre, je continue à me nourrir, sans penser à ce film-là. C'est ce que je disais tout à l'heure, mon amour des réalisateurs. Juste, quand je faisais mes dessins, justement, je regardais les dessins de Kurosawa, mais je dessinais pas du tout comme lui. Ou alors Bergman, là, en ce moment, je suis dans Bergman. Et la phrase, en fait, qui est merveilleuse, que Bergman dit, et qui est, en fait, moi, qui m'a beaucoup parlé, c'est qu'il n'écoute qu'une chose. Bergman, c'est son intuition. Et ça, tu essayes de le faire aussi. Oui. Et donc la difficulté, en fait, pour revenir à cette histoire-là, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent réaliser, la difficulté, c'est de ne pas être dévié, en fait, de son image, de sa vision originale. Originelle ? Originale ou originelle. Originelle, oui. Parce que, oui.
Il y a une question de Léopold Heiblich, qui est un étudiant en réalisation. Il demandait justement, tu pouvais parler un petit peu de ton expérience spécifique de travail comme acteur avec Antonioni sur Al di là delle nuvole. Ah oui, alors ça c'était un moment de vie, c'était une expérience humaine extraordinaire parce que je pense que en fait Antonioni était un architecte, il pensait comme un architecte, il dirigeait comme un architecte, c'est-à-dire que c'est en mettant les acteurs dans un espace qu'il le dirigeait, il le dirigeait de cette manière-là. Il ne parlait pas beaucoup. Un jour, j'ai croisé Mastroianni et il m'a dit mais il te parle, parce que normalement il ne parle jamais. Il était connu pour ne pas parler aux acteurs, beaucoup aux actrices mais pas aux acteurs. Mais j'ai eu cette relation très forte avec lui dès le départ. D'abord on s'est vus pendant 2 semaines avant le tournage et donc on a pratiquement cohabité ensemble. Et puis il y avait Irene Jacob d'ailleurs qui était là et qui sera là. Elle ne vient pas ici mais elle est au festival. Mais à un moment donné, le jeu de cache-cache qu'on avait ensemble, c'était que moi je lui disais « Michelangelo, je suis toi ». Et il me disait « Non, 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 non ». Parce qu'il a eu une attaque cérébrale. Une attaque cérébrale, donc il était paralysé de la moitié du corps. Et puis il pouvait dire une quinzaine de mots, mais son cerveau il fonctionnait bien. Et je disais « Non, 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 non ». Il disait « Mais Michelangelo, Niccolo, sono te ». Et il me disait non, non, non. Et puis c'était tout le jeu entre nous en fait. J'étais son corps. Lui, il était prisonnier de son corps et moi, j'étais son corps. Mais c'est quelqu'un qui disait ça par rapport à Sautet. Hein. Je crois que c'était Michel Piccoli, c'est Rachel qui me rappelait ça aujourd'hui. Mais beaucoup d'acteurs disent en fait, le meilleur conseil qu'on peut donner à un jeune comédien, c'est regarde le réalisateur, que ce soit une femme ou un homme, il est en train de te faire jouer lui. Essaye de l'imiter. C'est vrai ça? Essaye d'imiter le réalisateur. Non, pas pour moi, non. Mais Michelangelo, tu t'es dit... Mais Michelangelo, j'étais son corps, j'étais peut-être sa jeunesse. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est quand on jouait une histoire qu'il avait vécue avec une jeune femme qui séduisait dans la rue et puis qui se trouve, au bout d'un long moment de drague, lui dit que non, elle ne peut pas sortir avec lui parce que le lendemain, elle rentre au couvent. Et donc, du coup, en fait, l'histoire avait été écrite par des échanges, une correspondance qu'ils ont gardée pendant 20 ans. Et il en a fait cette petite rencontre. Hein, il en a écrit et il a mis pas mal d'échanges et de dialogues dans la discussion qu'on avait avec Irene Jacob. Mais c'était pas seulement sur le tournage, c'était après le tournage. Je me souviens quand je dansais, c'était au début de mon histoire avec Karine, je dansais avec Karine et puis je me souviens, on s'approchait de lui il était là, je sais pas, c'était assez étrange, c'était totalement fusionnel. C'est la direction d'acteur ou d'actrice, ça déborde largement le plateau, c'est tout ce qui se passe autour. Ça déborde le plateau, à un moment donné, j'ai dit à Michelangelo, j'ai dit ce soir, j'avais pas vu Identification d'une femme. Et donc, comme elle avait passé la VHS, et le soir, je la mets j'ai demandé un lecteur de VHS, et puis je regarde le film, comme ça, je m'ennuie. C'est immense. Et puis, à un moment donné, le personnage est dans le brouillard, il est en train de conduire dans le brouillard, comme ça, et puis avec les essuie-glaces de la voiture, etc. Et là, j'entends toc, 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 toc. Et j'ouvre. Et il est 10h du soir, j'ai Michelangelo Antonioni avec son assistant. Il dit Michelangelo voulait voir le film avec toi. Je dis mais j'ai commencé, c'est pas grave. Il s'est assis à côté de moi. Et j'ai vu la suite du film avec Michelangelo à côté de moi, qui s'était endormi à un moment donné. Et là, d'un coup, j'ai eu une autre vision. J'avais vu le film d'une manière différente. J'étais comme le personnage, je ne savais pas où j'allais. Et puis je ne sais pas si c'est à présent, je ne sais pas, mais après j'ai été complètement envoûté par. Mais tu as pu lui dire que ça t'avait ennuyé au départ, ou tu n'as pas pu lui dire que ça t'avait ennuyé? Lui-même s'est ennuyé, il s'est endormi pendant le film. Hein. Pardon? Il s'est endormi pendant le film, lui en même temps, tu aurais pu lui dire. Lui, il s'est endormi pendant le film, qu'il connaissait bien. Mais non, tout ça pour dire que c'était une relation. Je pense que voilà, moi c'est ça qui me plaît en fait, c'est les aventures humaines. En fait, c'est ça en fait, à un moment donné qui me faisait aussi choisir des films ou pas. C'est l'aventure humaine. Alors, on va ouvrir aux questions, je crois, des internautes, puisqu'on me fait un grand oui, on me sent comme ça du doigt, donc c'est-à-dire que j'ai raison. Oui, bonjour. Donc, on va vous poser les questions des internautes. Ouais. Alors, on va commencer avec Karine, qui vous demande, Vincent,
Avec le recul et l'expérience, que changeriez-vous aujourd'hui dans votre carrière si c'était à refaire? Je ferais plus de théâtre. Parce que, en fait, je pense que le théâtre vivant, pour un acteur, c'est... Enfin, en tout cas, ça dépend qui. En tout cas, moi, qui venais un peu de là, c'était mon outil, en fait. En tant qu'acteur, j'étais formé au théâtre. Et le fait de ne plus faire de théâtre pendant plus de 20 ans, c'était, je pense... Voilà. Mais je pense que toute l'énergie que j'ai mis à la réalisation, j'ai pas mise au théâtre. Mais concomitant à ça, il y avait une question de Valentina Chagivari, qui est une étudiante en master également, qui demandait qu'est-ce que ça a affecté sur le jeu de comédien au cinéma, cette expérience de théâtre d'abord dans le bon sens. Qu'est-ce que ça a apporté en plus peut-être qu'un comédien qui n'aura pas fait de théâtre? Je pense que le travail peut-être, on prépare plus quand on joue, quand on prépare une pièce, on est obligé d'être prêt. Et donc du coup, peut-être qu'il y a de ça. Je pense qu'on apprend beaucoup. C'est un métier, le métier d'acteur. Il y a des acteurs qui effectivement ne passent pas par le théâtre et qui sont excellents. Hein. Il y a pas de, chacun sa voie, chacun son chemin. Mais en tout cas pour moi, je pense que à un moment donné, je regrette. Si j'ai un regret, c'est celui-là. Mais en même temps, j'ai fait beaucoup de choses, donc. Une autre question des internautes. Alors, donc on a Geoffrey qui vous demande comment choisir son agent pour le cinéma. Ah là là, il ne faut pas me la poser à moi, cette question. Pourquoi? Parce que tu as changé souvent d'agent? Ouais. Ça s'est jamais bien passé? Si. Ou alors pourquoi changer? Parce que, à un moment donné, j'en arrivais au bout de quelque chose, et puis il fallait... J'aime bien le terme de changer de dynamique quand on parle d'agent. J'ai besoin de changer de dynamique. Je suis très admiratif des acteurs qui gardent le même agent toute leur vie. Mais moi, j'ai besoin de changer de dynamique, en fait, parce que je change, parce que je me transforme, parce que j'évolue, et puis qu'à un moment donné, ça marche plus, il y a un truc qui marche plus. Mais, et puis, ou alors, c'était souvent les agents qui faisaient autre chose, ou qui produisaient, ou qui... Mais comment choisir son agent? Il faut écouter son intuition, comme dirait Bergman. Et il faut avoir un agent, ou il faut s'en passer? C'est pas mal d'avoir des gens qui vous accompagnent ou qui cherchent pour vous. Ou qui... La difficulté avec un agent, en fait, moi je pense qu'un agent c'est merveilleux quand il a aussi une vision, un projet avec vous. Souvent je trouve que les agents ils n'ont pas de projet avec les acteurs. Ils sont contents d'avoir un acteur sans avoir de projet. Moi c'est ce qui m'a manqué en tant qu'acteur, en tout cas dans les discussions que j'ai pu avoir avec mes agents. Mais tu as l'impression, parce qu'ils sont devenus très à la mode depuis la série 10%, tout le monde sait ce que c'est qu'un agent. Avant, les gens ne savaient pas forcément ce que c'était qu'un agent. Maintenant, les gens savent en gros qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choix que tu n'aurais pas dû faire et que des agents, de manière générale, t'ont fait faire? Non. Ou l'inverse, qu'il y a des choses qui t'ont échappé parce qu'un agent n'a pas été oui, il y a probablement beaucoup de choses qui m'ont échappé. D'ailleurs, souvent, on m'a dit pourquoi tu as refusé ce film-là. Je n'étais même pas au courant qu'on m'avait proposé ce film-là. Et puis, il y a des moments où j'aurais pu avoir quelqu'un qui se batte ou qui essaye de voilà. Mais en général, je suis quelqu'un d'assez obtus et têtu, et donc je fais un peu ce que je veux, et les conneries, quand j'en fais une, c'est moi qui l'a fait, et je l'assume. Non, je ne suis pas du tout influencé par mes agents, en fait. Moi, j'avais une question concernant votre casquette de fondateur de festival. En fait, ça m'intéressait de savoir quelles ont été les étapes de production pour ce festival-là. Et plus précisément, si par exemple il y a eu des refus, ou comment ça se passe en termes d'investissement, ou comment convaincre par exemple les banques ou l'argent, comment on fait pour les avoir finalement. Et s'il y a eu des réticences, quels ont été vos arguments pour les contrer ou pour arranger cela? Le plus difficile, c'était de faire comprendre en fait ce qu'on voulait faire, tout en ne sachant pas vraiment complètement ce qu'on voulait faire, tant que ça met un peu de temps en fait, parce que c'est comme si on a inventé quelque chose. En fait, ça ressemble beaucoup à un film. En fait, faire un festival, créer un festival, c'est pratiquement pareil que de réaliser un film. C'est plus ou moins les mêmes ingrédients. Et c'est plus ou moins les mêmes angoisses, les mêmes étapes, etc. Par rapport au financement, c'est la vision, c'est l'enthousiasme, c'est l'énergie. En fait, c'est une question d'énergie. C'est vraiment une question d'énergie.
En fait, tout est une question d'énergie, en fait. Dans n'importe quel métier, je pense. Et là, comme la vision était forte, comme il y avait une cohérence, il y a plein de gens qui nous ont suivis, il y en a d'autres qui ne nous ont pas suivis, il y en a d'autres qui attendent de voir. Mais c'est la partie la plus douloureuse et la plus difficile, comme au cinéma, c'est le montage financier. Donc, et quand il y a un refus, never take no for granted. J'aime bien ça. Ne jamais, quand on entend un non, il ne faut jamais totalement entendre un non, il ne faut jamais penser que c'est terminé, il ne faut pas avoir peur de revenir à la charge. Et puis après, il y a le rêve, en fait. En fait, le cinéma, c'est du rêve. Les gens, ils sont attirés par ça. Voilà. Alors nous, pour le moment, on n'a pas beaucoup d'aide de la Confédération helvétique. On n'en a pas. On n'a pas d'aide du canton. Pour le moment, on est essentiellement soutenu par des sponsors. Et puis, les sponsors, ils sont assez... Il y a la ville qui nous aide. Mais les sponsors, ils sont avec nous. Ils y croient. Ils adorent, en fait. C'est merveilleux ce qu'on fait. C'est unique, en plus. Donc, du coup, ils le sentent, ils le voient. Et puis, ils voient les résultats, ils voient les gens qu'on a fait venir, les moments que vous avez passés ici. C'est merveilleux. Et donc, du coup, l'argumentation est, je dirais, j'allais dire de plus en plus facile. Non, c'est pas vrai, mais si, quand même, un peu, parce que maintenant, on sait ce qu'on fait. Et on sait qu'on peut aller plus loin, etc. Tout en voulant... Moi, je ne cherche pas à faire un truc... on veut garder cette confidentialité, ce côté un peu familial. Et puis c'est un événement qui plaît beaucoup. Donc là, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que c'était difficile au départ, mais on a quand même été sacrément accompagnés. Donc je suis très... je dois dire très... ça me touche beaucoup au fait que ces sponsors nous aient suivis. Mais cette énergie dont tu parles, parce que tu aussi fait en fait référence quand on parlait de Chéreau et qu'on disait d'une certaine façon c'est pas très grave de pas savoir où on va, mais il faut soit produire du travail et montrer qu'il y a des étapes, ou soit effectivement emporter le morceau parce qu'on est. C'est-à-dire Chéreau aussi, il y avait quelque chose, on avait peut-être envie de travailler avec lui, on a envie de l'écouter, on était en face de quelqu'un qui avait une intelligence quand même, quelqu'un de très brillant et pas pédant, mais une intelligence dans le travail en fait. Ça peut remplacer en fait dans le fond un programme. Le programme, ça peut être soi. Ça peut être ce qu'on est. Est-ce que c'est ça aussi être acteur ou réalisateur? C'est de se dire, je ne sais pas encore quel va être le personnage. Quand je vois Antonioni et qu'on passe les 2 semaines ensemble en cohabitation, je n'ai pas un programme très précis de ce que je vais devoir jouer. Il faut que je l'écoute un peu pour savoir ce qu'il me propose. Et puis peut-être je vais essayer d'être là simplement et d'être présent et de donner de mon énergie. Oui, c'est aussi simple que ça. Hein. Jérémy Thomas, quand il est venu ici, il a dit un truc super. Et on lui a posé la question, mais comment vous faites pour choisir un metteur en scène avec qui vous avez envie de travailler? C'est un producteur, Jérémy Thomas, hein, pour ceux qui nous... Jérémy Thomas, producteur, ouais. Exactement. Il disait, mais parce que je choisis des gens avec qui j'ai envie de passer du temps. En fait, c'est ça. En fait, il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que parce que travailler même sur un festival, l'équipe qui est autour de moi, enfin là aujourd'hui, c'est merveilleux, c'est des gens avec qui j'aime passer du temps. Un réalisateur et un producteur, ils ont dans le meilleur des cas, en fait, c'est qu'ils aiment passer du temps ensemble, c'est qu'ils respectent l'intelligence de l'autre, etc. Et puis que chacun aussi reste à sa place et connaît sa place. Ça, c'est une des difficultés, je pense, une des grosses difficultés au tout départ, hein, avec les rencontres, c'était que chacun reste vraiment à sa place. Parce que quand on déborde sur la place des autres, c'est là où il commence à y avoir des problèmes. C'est la même chose du cinéma. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Une question des internautes, je crois. Oui, donc on a une question de la page Les Essentiels qui vous demande quel est votre parcours en sortant de l'école obligatoire. J'ai fait l'école de photographie Le Centre Doré pendant 2 ans. Ensuite, je suis parti, parce que c'était 4 ans, mais je suis parti au bout de 2 ans, à la fin de la 2e année, pour aller faire le conservatoire d'art dramatique à Genève. Pendant 1 an, j'étais en préparatoire. Là, j'ai gagné une bourse en passant 2 scènes. J'ai gagné une bourse qui me permettait d'être élève étranger au Conservatoire de Paris. Et au bout d'1 an au Conservatoire de Paris, j'ai passé le concours. Et là, on m'a passé directement en 2e année pour entrer au conservatoire en tant qu'élève à part entière. Et quand je suis arrivé en 3e année du conservatoire,
je ne sais pas si je me suis fait virer ou si je suis parti, la zone est un peu grise, mais quand ils ont su que je me présentais dans l'école de Chéreau, on m'a demandé de choisir, et j'ai choisi l'école de Chéreau. Comme un coq, j'ai quitté le conservatoire comme ça, alors que j'étais vraiment un gros bosseur. Et puis je pars comme ça, je quitte le conservatoire fier comme un coq. Puis après, je me suis rendu compte en fait que j'étais pas encore reçu à Nanterre et que je me suis dit que j'étais complètement fou. Et puis finalement, j'ai été reçu à Nanterre et j'ai fait 2 ans de l'école de Chéreau. Alors, il y a une question du coup qui était une question posée par Massimo Del Gaudio, qui est un ingénieur du son en master et qui a trait à tes débuts. Tu dis originaire de Suisse, vous avez fait carrière en France. Votre choix a-t-il été dicté alors que la situation de l'industrie du cinéma suisse au roman n'était pas à son top à l'époque? Et pensez-vous que ce soit encore aujourd'hui le cas si on commence une carrière? En d'autres termes, est-ce que vous pensez que l'industrie du cinéma en Suisse romande est selon vous en explosion? Est-ce qu'elle offre encore des opportunités pour des jeunes comédiennes ou comédiens ou réalisatrices ou réalisateurs? Moi, je trouve que quand même, il y a quand même eu beaucoup d'évolution, en fait. C'est pas du tout, moi, quand j'ai quitté la Suisse en 83, 83. Et aujourd'hui, il y a une sacrée différence quand même. Enfin, on n'est plus, c'est plus du tout la même chose. Et ça se voit d'ailleurs avec tous ces réalisateurs suisses, dont d'ailleurs cette année on fait une table ronde avec les 2 magnifiques Véronique Raymond et Stéphanie Chua qui font des films que j'adore. J'ai trouvé elles ont un talent fou. Voilà, elles sont lausannoises. C'est des très très grandes réalisatrices. Moi, je suis très impressionné par La Petite Chambre ou par la Schwesterlein. C'est magnifique ce qu'elles font par ton travail à toi, Lionel, et par. Il y a énormément de gens. Regardez par exemple le film de Pierre Monard aussi, ou alors que j'adore aussi, c'est Germinal Rue. Qui est que son Fortuna, enfin c'est merveilleux. Puis bon, il y a une histoire du cinéma suisse, mais c'est vrai que je trouve que là, il y a vraiment, grâce, je ne sais pas si c'est grâce à une chose qui a été mise en place au niveau éducatif aussi, ou je ne sais pas si ça contribue au fait que... Alors maintenant, je connais moins le côté production helvétique. C'est la discussion, on va avoir je ne sais plus quel jour c'est, mais on va avoir une discussion avec une table ronde avec ces réalisateurs et réalisatrices suisses. C'est samedi. Moi, j'aime bien apprendre pendant ces discussions-là. J'aimerais savoir effectivement, est-ce que l'esprit de l'investissement financier en Suisse dans le cinéma, est-ce que ça limite, est-ce que ça cadre trop? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire évoluer là-dedans? C'est la question que je vais poser à ces réalisateurs, réalisatrices. Donc je ne peux pas répondre à cette question-là. Je pourrais peut-être en répondre. J'ai un peu de travail aussi à faire pour préparer cette table ronde, mais je trouve qu'il y a énormément de talent en Suisse. C'est sûr. Après, les exemples que tu as cités... C'est les films qu'on montre, en plus. À part Pierre Monard, si je réfléchis très vite, si j'étais un jeune comédien, une jeune comédienne suisse, je me dirais, mais dans les films que tu as cités, ceux de Germinal Rouault, ceux des 2 filles, les miens, il y a peu de place pour des acteurs romans, en fait. C'est surtout des acteurs allemands, des acteurs français, françaises... Pourquoi est-ce que tous ces réalisateurs suisses ne tournent pas avec des acteurs, d'après toi? Pourquoi est-ce qu'ils vont justement, c'est peut-être une question aussi de financement, je ne sais pas, c'est possible ou pas? Ce serait une question à leur poser samedi matin, peut-être. Mais effectivement, moi, à l'époque, je ne voyais qu'une chose, c'était de partir, de quitter. Enfin, j'avais toujours envie d'aller en France aussi. Je me souviens, je regardais les plaques françaises comme ça passer. Je me disais, ils ont de la chance. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'était un besoin d'évasion. J'ai toujours eu besoin de partir, en fait. Et de plus en plus loin. D'être de plus en plus loin, ouais. Ce sera en Australie, le prochain tournage. Ouais. Je pars le 11 mai à Melbourne. Pour des questions de Covid? Vous tournez en Australie pour des questions de Covid? Non, parce que le début de l'histoire se passe là-bas, puis ensuite se passe en Inde, mais on tourne l'Inde, on la reconstitue en Thaïlande, à Bangkok. Je sais que beaucoup de tournages se sont déportés en fait en Australie, parce que c'est un pays qui n'a plus de Covid pour l'instant. Il y a énormément de tournages en Australie en ce moment. Tous les acteurs américains, hollywoodiens sont là-bas. Mais il y a un cinéma très intéressant en Australie, il y a un nombre incroyable de réalisateurs et d'acteurs. Qu'est-ce que tu vas emporter avec toi quand tu vas en Australie comme chose qui te réconforte? Les acteurs et les actrices ont toujours un truc, je sais pas, ils prennent ou de la bouffe ou des fois des objets avec eux. C'est quelque chose qui t'accompagne dans les tournages à l'étranger. Oui, alors là, je vais prendre, je vais dessiner, je vais même peindre un peu.
Et puis, j'ai pas mal de choses en développement aussi, des scénarios sur lesquels je travaille en ce moment. J'ai pas mal ne nous embrouille pas avec des trucs non, très... des livres. Non, quelque chose de beaucoup plus... Des livres non, quelque chose de plus concret. Il y a pas... Qu'est-ce qui, pour faire plaisir à Vincent Pérez, qu'est-ce qu'il retrouve dans sa chambre d'hôtel, ou qu'est-ce qu'il prend avec lui en se disant il faut absolument que je prenne mon pot d'ovomaltine, ou mon tube des Cénovis, ou je sais pas, ou alors... qu'est-ce que tu prends avec toi qui est la chose qui te réconforte un peu quand tu es en tournage à l'étranger? Mon appareil photo. Oui, d'accord. Qui est un appareil photo numérique, analogique? Non, je suis revenu à l'argentique. J'ai un moyen format que j'adore, un 645 Contax. Et puis j'ai aussi un Rolleiflex, un vieux Rolleiflex. J'ai mon Leica M7. Et donc du coup, je suis très content d'aller à Bangkok parce que c'est il y a des quartiers entiers où ils réparent les appareils photo, ou alors on peut trouver des bonnes occasions incroyables, voilà. Donc je suis très content d'aller à Bangkok pour ça. Et tu pars avec tes pellicules? Tu pars avec toutes les pellicules avec toi? Oui, je me suis fait ma collection de moyens formats et de 135. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment la chose que j'ai toujours... Enfin, disons que je peux pas partir assez longtemps sans un appareil photo. Et qu'est-ce que tu en fais? Alors, tu as publié quelquefois des photos, tu as édité quelquefois des photos dans des livres, mais est-ce que, par exemple, il y a toujours un travail en cours ou un travail au long terme? Oui, en ce moment, j'ai un travail en cours qui est très compliqué pour un livre, en fait. On peut en dire un tout petit peu plus ou on peut pas? Hein? On peut en dire un peu plus ou pas parce que tu fais un livre? Non, on va attendre un petit peu. Ouais, on va attendre... Une dernière question. Ah oui, une dernière question de Laetitia qui vous demande quel film a marqué votre carrière? En tant que quoi? En tant qu'acteur, j'imagine. En tant que spectateur? En tant qu'acteur. En tant qu'acteur. Oui. Bah, c'est pas précisé, mais... On va dire en tant qu'acteur. En tant qu'acteur. C'est trop facile sinon. Que j'ai joué donc. Moi, je pense que un de mes rôles les plus marquants, je pense que c'était peut-être Ceux qui m'aiment prendre le train. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, c'est plus moi qui jouais, en fait. C'était vraiment quelqu'un d'autre. Et c'était assez dingue, en fait. Il était interdit de m'appeler Vincent. Sur la feuille de service, il y avait le nom de Viviane, que je jouais Viviane. Et puis en fait, c'est elle qui a fait le film. Moi, c'était assez étonnant, parce que je suis resté en immersion dans le rôle pendant 3 semaines. Et donc, juste le soir, quand j'entrais à l'hôtel, je redevenais moi, je retrouvais ma voix, je retrouvais ma manière de... Et vraiment, c'est un personnage qui est vraiment entré en moi et qui a... C'était... Viviane. Elle me manque d'ailleurs. Est-ce que c'est pas l'expérience qui était la plus proche d'abandon de soi et d'oubli de soi de celle de Moudon? Ce moment où on a l'impression qu'on disparaît. Ouais, c'est marrant parce qu'en le disant, j'y ai pensé, effectivement, j'avais jamais fait le lien, peut-être. Où on n'est pas là. Et en fait, il faut beaucoup de travail pour arriver à cet état, et que quand tu as commencé, c'était... Oui, c'est ça, mais en fait, c'est vraiment, on revient à la base de Stanislavski, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le subconscient chez Stanislavski, c'est-à-dire qu'on emmagasine tellement d'informations sur un personnage qu'à un moment donné, on laisse ça sortir, il y a une sorte de canal comme ça qui s'ouvre, et puis on le laisse, faire. C'est ça qui est merveilleux dans le métier d'acteur. Ça n'arrive pas souvent. Merci beaucoup Vincent pour cette première masterclass de cette 4e édition des Rencontres du 7e art ici à Lausanne qui a commencé hier et qui se termine dimanche. Oui, dimanche. Demain, ici à l'ECAL, vous pouvez suivre, mais vous pouvez vous revenir, c'est ça que je veux dire, vous pourrez rencontrer Dora Tillier avec le même principe, c'est-à-dire de 17h à 18h, avec des questions qui vous sont ouvertes pendant toute la masterclass, qui vous sont, comme vous l'avez vu, posées à la fin de ces 45 minutes et de ces 15 minutes de questions subsidiaire, donc demain 17h, et puis il y a beaucoup d'autres manifestations, des films à voir. Si vous êtes à Lausanne, il y a des films que vous pouvez voir dans les salles de cinéma, ou dans le groupe Pathé, mais aussi à la Cinémathèque Suisse, il y a des films en ligne, et puis il y a des conférences, des rencontres, des discussions, tout ça sur le site des Rencontres du 7e art. J'ai tout dit, Vincent? Ouais, parfait. Très bien, bon après-midi, bonne soirée à toutes et tous.